Donc, Monsieur Caro, directeur au CHU de Nantes et secrétaire général du GHT de Loire-Atlantique. C'est ça. Qui nous traite donc la place des CESU dans les groupements hospitaliers de territoire. Bon, merci Dr Longo de m'avoir invité. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'intervenir à ce colloque national pour vous parler d'une réforme majeure qui est en train d'agiter l'ensemble des hôpitaux français, la création des GHT, avec au final un plan assez classique en deux parties. Déjà faire un petit rappel de ce qu'est le GHT, notamment en vous donnant un peu l'exemple du groupement hospitalier de territoire de Loire-Atlantique, celui que a priori je connais le mieux, et ensuite en abordant les questions de quelle place, quel rôle potentiel, quels impacts des groupements hospitaliers de territoire pour les CESU. Alors, je ne sais pas si c'est à moi de passer les slides ou pas. Si, non. J'appuie sur le bouton vert. Voilà, ça y est, j'ai compris, on va pouvoir démarrer sereinement. Sur qu'est-ce que les groupements hospitaliers de territoire. Déjà, pour rappel, c'est quelque chose de relativement récent. Les GHT en France, ce sont des petits bébés qui apprennent à marcher. Ils n'ont même pas 2 ans. Ils ont été créés par la loi de modernisation du système de santé promulguée le 26 janvier 2016. Et la loi affirme que les 3 enjeux auxquels font face le système de santé actuel, ce sont l'allongement de la durée de vie, la progression des maladies chroniques et la persistance des inégalités de santé. Et pour faire face à ces enjeux, elle dote, c'est vraiment écrit, l'hôpital d'une responsabilité vis-à-vis de son territoire, une responsabilité nouvelle même. Et l'objectif, l'outil présenté pour atteindre ces objectifs, c'est la constitution des groupements hospitaliers de territoire, qui est l'une des dispositions phares de cette loi. Il y a un 4e enjeu quand même que je rajouterai, qui n'est pas forcément écrit dans la loi, mais pour lesquels les GHT ont été créés, mais j'imagine que vous le devinez, c'est évidemment l'enjeu de la démographie médicale et de l'accès aux médecins sur l'ensemble des territoires. L'objet du GHT, c'est donc de permettre à l'ensemble des établissements de santé de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée au service du patient afin d'assurer une égalité des soins et d'accès aux soins de façon sécurisée et de qualité. L'objectif du GHT également, on ne va pas se mentir, c'est aussi de rationaliser certains modes de gestion par la mise en commun de fonctions, des transferts d'activités entre établissements, la question des achats ou des systèmes d'information, on va y revenir rapidement, en sont un exemple. Le GHT, adhérer à un GHT, être membre d'un GHT, c'est une obligation pour tous les établissements publics de santé de France, les 1000 hôpitaux. Alors, il y a eu quelques dérogations autour de certaines situations territoriales particulières ou de certaines situations de santé mentale avec des établissements publics de santé mentale qui étaient très importants et dont on a considéré qu'ils constituaient un GHT eux-mêmes. Et le cœur du réacteur de ces GHT, c'est le projet médical partagé. Le projet médical partagé qui doit améliorer la qualité et la sécurité des soins sur un groupement, qui est organisé par filière et qui doit obligatoirement traiter les questions de biologie, d'imagerie et de pharmacie. Donc ça, c'est vraiment le cœur d'action des groupements hospitaliers de territoire. Et ensuite, la façon dont ça fonctionne, on va dire la constitution du GHT, c'est décrit dans ce qu'on appelle la convention constitutive. Les groupements hospitaliers de territoire, ils sont structurés autour d'un établissement support. Pour la Loire-Atlantique, c'est Nantes. Dans toute la région Pays de la Loire, les GHT sont départementaux et donc c'est l'établissement le plus important du département qui est l'établissement support. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres GHT. Et donc il a pour objectif de supporter, et pas d'aspirer, mais de supporter la constitution de ce groupement avec la constitution d'un système d'information hospitalier convergent, la constitution d'un DIM de territoire, assurer la fonction achat pour l'ensemble des hôpitaux de son groupement et opérer des mutualisations autour des écoles et des instituts de formation et des plans de formation continue. C'est l'un des secteurs de mutualisation obligatoire des groupements hospitaliers de territoire. Quelques chiffres un peu pour s'y repérer. Les GHT en France, aujourd'hui, il y en a 135. Donc on est passé d'un ministère et d'agences régionales de santé qui avaient sur les sujets que j'ai évoqués 1000 interlocuteurs. Aujourd'hui, il y en a 135 rationalisés dans les GHT. 5
à titre d'exemple, dans les Pays de la Loire. En Bretagne, ils n'ont pas respecté le découpage départemental, ils sont à 8. Voilà, et chaque région et chaque département ont fait ses choix. À titre d'exemple, le GHT 44, c'est donc 13 hôpitaux qui couvrent un territoire d'environ 1,4 million d'habitants, dont 600 000 habitants en métropole nantaise. Il abrite 5 000 lits et places sanitaires sur le territoire de Loire-Atlantique, plus 2 000 lits médico-sociaux. Et il y a plus de 16 000 professionnels, au final, quand on fait les totaux, qui travaillent au sein du groupement hospitalier de territoire. Il a été officiellement créé par l'Agence régionale de santé le 1er juillet 2016. On vient de fêter notre premier anniversaire. Et son projet médical partagé, qui a été remis à l'Agence régionale de santé, comme pour tous les GHT, au 1er juillet 2017, a été approuvé par l'Agence en septembre 2017. Voilà un peu la carte de Loire-Atlantique pour ceux qui connaissent, peut-être le littoral un peu plus, à quoi ressemble le GHT 44, avec 13 établissements, 2 centres de gravité, le CHU de Nantes et le centre hospitalier de Saint-Nazaire pour le bassin littoral, d'autres établissements MCO, Châteaubriand, Anceny, au nord et à l'est du département, 2 établissements de santé mentale et le reste d'établissements de moyen séjour. La philosophie et les enjeux avec lesquels on construit ça et qui, je pense, correspondent, de ce que j'ai pu en lire dans le livre blanc de la NCJU, correspondent à la philosophie et aux enjeux des CESU, c'est vraiment de renforcer la coopération entre les hôpitaux avec pour objectif de garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins, d'éviter aux patients de se déplacer en essayant de maintenir des activités, des offres de soins en proximité, potentiellement le développant. Nous, au GHT 44, on a ouvert un nouvel HDJ hémato à Saint-Nazaire en novembre 2016 qui n'existait pas. On a ouvert une nouvelle IRM à Châteaubriand, avec des examens interprétés par les radiologues de Nantes qui avant n'existait pas. On a ouvert un nouveau service d'ophtalmologie à Anceny qui n'existait pas. L'objectif, c'est vraiment de rapprocher, en tout cas c'est comme ça qu'on le conçoit, et on a la chance d'être dans un bassin de population qui est démographiquement très dynamique et qui nous permet d'être assez offensif et de miser sur des développements d'activités au plus proche des bassins de population, et en essayant aussi de maintenir les activités sur des activités menacées. Je prends l'exemple de certaines maternités dans le département, de les maintenir à flot. Et donc l'objectif également, c'est d'assurer la proximité, mais également de fluidifier l'accès au recours, notamment aux innovations thérapeutiques, aux traitements innovants qui peuvent être conduits à Saint-Nazaire ou à Nantes, avec des accès facilités, des parcours fluidifiés. L'objectif également, et je l'ai dit, c'est vraiment pas d'aspirer tout le monde, c'est de supporter, en conciliant l'autonomie des établissements et le développement des synergies, en renforçant le service public hospitalier. Et là, par exemple, les projets qui viennent de se concrétiser pour renforcer l'offre de soins du territoire, ce sont les meilleurs exemples. Et on s'attache vraiment à avoir des réussites opérationnelles qui nous permettent de maintenir cette dynamique. Avoir une stratégie de groupe pour être plus fort face au secteur privé, gagner ensemble des appels à projets, mieux négocier des postes. Quand un établissement arrive tout seul face à l'Agence régionale de santé, ou quand il arrive à 13, clairement, on le voit, ça change la donne dans les négociations qu'on peut avoir. Je prends par exemple l'exemple de l'hôpital de Guérande qui avait du mal, entre guillemets, à faire passer un projet d'investissement important de reconstruction de son site, un projet qui traînait depuis 5 ans. Avec le groupement hospitalier de territoire, on a construit quelque chose de cohérent. On est arrivé à 13 face à l'Agence régionale de santé pour soutenir ce projet et il a été validé il y a 2 mois et la première pierre, c'est dans 2 mois. Exemple important également, et là on est plus sur la rationalisation des modes de gestion, je l'ai déjà dit, on ne va pas se mentir, réussir à dégager des économies pour justement se donner des marges de manœuvre et pour continuer à investir et réaliser des projets communs. Pour ça, on compte sur le maillage. Et j'imagine que vous aussi, dans les CESU, c'est une notion à laquelle vous êtes très sensible pour justement veiller à ce que vos enseignements soient les plus diffusés sur les territoires que vous couvrez. Le maillage territorial, est avec un maillage physique, la mise en relation des acteurs. On a la chance également d'être soutenu par la mise en œuvre croissante de temps médicaux partagés au sein du groupement hospitalier de territoire. À titre d'exemple, il y a 3 ans, des temps médicaux partagés, il y avait 6 médecins qui acceptaient le défi. Aujourd'hui, ironie du sort, ils sont 44 dans le département de Loire-Atlantique. Donc on voit bien aussi que c'est quelque chose qui est en train de changer avec une mise en relation des professionnels. Enjeu également très important autour du maillage numérique, le développement des nouvelles technologies de l'information, le système d'information convergent qui nous est utile, en tout cas on y travaille, qui pourra nous être utile pour les situations sanitaires exceptionnelles.
Enjeu également autour de la recherche, et comme étant un facteur d'attractivité très fort et de progrès médical et paramédical. On a créé au niveau du CHU de Nantes, en lien avec le centre hospitalier de Saint-Nazaire et le centre hospitalier départemental de Vendée, la maison de la recherche en santé 4485. Et donc on compte aussi se reposer sur cette structure pour développer la recherche dans les territoires et donc à continuer à attirer des médecins. Donc en gros, je ne vais pas vous faire la liste, mais le projet médico-soignant partagé, c'est 3 parties. Des engagements médicaux transversaux du groupement hospitalier de territoire, des plans d'action par filière, ça c'était ce que nous demandait la loi, et des axes de travail paramédicaux. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet médical partagé, on l'appelle en Loire-Atlantique et dans maintenant beaucoup de groupements hospitaliers de territoire, le projet médico-soignant partagé. Si on prend l'exemple des engagements médicaux transversaux du GHT 44, c'est d'abord la prévention. On a déjà un centre fédératif dépistage et prévention, Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis, Châteaubriand, coordonné par Nantes. C'est également intégré dans les enjeux de qualité et de gestion des risques dans les projets médicaux partagés des établissements, et notamment la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. La loi du 26 janvier 2016, elle demandait à tous les GHT, filière par filière, de prévoir une réponse commune pour chacune de ces filières, coordonnée aux situations sanitaires exceptionnelles. Nous, au niveau du GHT, on estimait que ce n'était pas forcément la bonne façon de voir les choses. On l'a donc replacé dans un objectif transversal, en commençant à travailler sur la coordination de nos plans blancs à l'échelle du département, à travailler sur des procédures GHT 44 en tension, GHT 44 en urgence, et également en potentiellement achetant les mêmes outils avec la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. La DGOS, aujourd'hui, elle a mis sur la table 25 millions d'euros d'appel à projet pour aider les GHS à se structurer. Clairement, le GHT 44, à titre d'exemple, on va acheter un logiciel commun d'alerte et de rappel de nos professionnels pour nous aider à structurer notre réponse et à la coordonner concernant les situations sanitaires exceptionnelles. Donc ça aussi, c'est sans doute des éléments au niveau des CESU pour lesquels il faut, je pense, être au courant, parce que ça impacte vos enseignements et les activités qui en découlent. Enjeu également autour de la qualité, puisqu'à partir de 2020, la certification des établissements publics de santé, elle se fait par groupement hospitalier de territoire. Engagement transversal, la recherche, je l'ai dit, et également l'enjeu, en toute fin, de ces engagements transversaux, c'est vraiment de travailler à une offre publique mieux structurée et accessible, et pas se limiter aux filières que la loi nous imposait de traiter. Quand on prend l'exemple des filières qui ont été priorisées par les 13 CME du groupement hospitalier de territoire, on retrouve des filières dans le champ de la santé mentale, des filières cliniques, médico-techniques, mais on a voulu vraiment acter le fait que ce n'était pas limitatif. Vous ne trouvez pas dans ces listes de filières la cardiologie, l'ophtalmologie, pourtant ce sont des champs de coopération sur lesquels on travaille dans le département. Et donc l'objectif, et comme la plupart des GHT, c'est de mettre en œuvre dans les 5 ans qui arrivent, ces plans d'action. Pour le GHT 44, ça fait à peu près une centaine d'actions à mettre en œuvre pour les 5 ans, à toutes les étapes des prises en charge et pour tous les secteurs d'activité qui ont pu être priorisés. Ça va de la prévention à l'aval, le développement de la télémédecine. On relance par exemple, à l'image de ce qui a été fait au CHRU de Nancy, un projet de visorégulation SAMU EHPAD. C'est aussi des projets que l'on va travailler en Loire-Atlantique au niveau du groupement hospitalier. Les premières avancées concrètes opérationnelles, je n'y reviens pas. Les axes de travail paramédical, c'est évidemment l'objectif, c'est de sous-tendre et d'apporter aussi une réponse en termes d'organisation des soins face à l'ensemble des évolutions des GHT qui vont avoir lieu, autour de l'optimisation du parcours patient, autour de compétences paramédicales spécifiques. Ouvrir une nouvelle IRM en téléradiologie, ça impose que désormais les manipulateurs radio doivent travailler seuls, ça faut l'anticiper, il faut développer des nouvelles compétences paramédicales, pareil pour les pratiques avancées en cancérologie qu'on va essayer de développer, tout un ensemble d'éléments pour lequel il faut que les cadres de santé et les paramédicaux aussi arrivent à se coordonner pour répondre et être dans le jeu, entre guillemets, de cette transformation. Et à partir de là, les fonctions mutualisées. Ça peut vous impacter, puisque déjà au niveau des GHT, à partir du 1er janvier 2018, avant il y avait 1000 directeurs d'hôpitaux, 1000 chefs d'établissement qui pouvaient signer des marchés publics hospitaliers.
à partir du 1er janvier 2018, la loi transfère ce pouvoir au seul directeur d'établissement support. Donc en gros, on passe de 1000 pouvoirs de signature de marché à 135. Et donc à partir de là, j'imagine que ça doit être rare, mais pour les cas où il y a 2 CESU dans un seul GHT, j'ai vu qu'il y avait 101 CESU pour 135 GHT, donc je me doute que ça ne doit pas se rencontrer très souvent, mais bon, on ne sait jamais. Il va sans doute, dans le cadre des futures directions territoriales des achats, directions fusionnées, apprendre aussi à travailler et à acheter les mêmes choses si ce n'était pas le cas. Donc là, au niveau des achats et des systèmes d'information, on est vraiment sur des processus assez intégratifs, des fusions de direction, des transferts de responsabilités, donc des changements d'organisation qui vont nécessairement impacter également aussi pour les systèmes d'information. Et donc qui vont impacter les professionnels que vous allez former et les réponses que vous allez pouvoir aider à formuler au niveau du territoire. Le DIM de territoire, avoir des plans d'action concertés sur les GHT et également un important champ d'action autour de la formation, tant la formation initiale que la formation continue, autour des instituts et des écoles de formation, IFSI, IFAS, Institut des cadres, etc. et également des plans de formation continue. La loi nous demande, alors pas forcément d'avoir des plans de formation uniques par GHT, mais au moins d'avoir un plan de formation territoriale en complément des plans de formation hôpital par hôpital. Et donc à partir de là, ça c'est des éléments qui vont commencer à sortir, entre guillemets, enfin, ce sera le cas pour la plupart des groupements hospitaliers de territoire de la région, des premiers plans d'action de formation territoriale autour des filières qui ont été priorisées, autour de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles, puisque la loi demandait au GHT d'y travailler, et autour des mutualisations, de direction ou des fusions qui sont en cours. À partir de là également, au niveau de la coordination des instituts de formation et des écoles de formation, là, clairement, on est vraiment dans une démarche de mutualisation d'activités, de mutualisation de ressources pédagogiques, de création de dispositifs innovants, puisque, en gros, au niveau des écoles et des instituts de formation, on fait face au fait que, évidemment, il y a beaucoup d'innovations et les jeunes que l'on forme attendent des nouveaux modes de transmission de savoir auxquels il faut s'adapter. Mais en face, il y a le conseil régional qui finance ces activités, qui lui aussi fait face à des difficultés et qui réduit les dotations de l'ensemble des écoles et instituts de formation de la région de 5% par an. Donc à partir de là, il faut trouver des solutions collectives pour rester compétitif et répondre aux attentes et aux standards pédagogiques actuels. L'ensemble de ces actions, elles sont sous-tendues par une vraie gouvernance, un peu comparable à un établissement de santé propre. La mise en place d'un comité stratégique où sont tous les présidents de CME, tous les chefs d'établissement et tous les présidents de commission de soins. C'est vraiment l'instance centrale, en général par GHT, il y en a 3-4 par an, qui acte les grands projets, qui prend les décisions, qui les valide, les décisions structurantes du groupement hospitalier de territoire. Pour l'alimenter, ce comité stratégique, vous avez 3 instances, le collège médical, qui rassemble les 13 présidents, enfin l'ensemble des présidents de CME, le comité de direction qui rassemble tous les chefs d'établissement et la commission de soins du GHT. Et parallèlement à ça, puisque vous imaginez bien que ce type de réforme n'est pas sans soulever certaines craintes de la part des élus, la loi a prévu que chaque GHT réunisse au moins une fois par an un comité territorial des élus locaux du GHT. On a la chance au GHT 44 qu'il soit présidé par Johanna Roland, la maire de Nantes. Également une conférence territoriale du dialogue social, puisque ça inquiète évidemment les syndicats, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer la philosophie de ce qu'est une stratégie de groupe public, et également un comité des usagers. Et l'ensemble coordonné autour d'un secrétariat général, donc moi-même, et une équipe resserrée de coordination. Et au final, quand on fait un peu le bilan de toutes ces actions et de tout ce qui agite les territoires et leurs hôpitaux actuellement depuis début 2016, quelle place et quel rôle potentiel des CESU au sein des groupements? Alors, je veux vexer personne, et je veux pas qu'on se dise tiens, lui, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ça sert pas à grand chose, mais c'est vrai que les CESU au jour d'aujourd'hui n'ont sans doute pas
pris la place qu'ils auraient dû ou qu'ils auraient pu prendre au niveau des groupements hospitaliers de territoire. Et moi, je pense vraiment que, alors qu'il y avait beaucoup d'injonctions législatives, réglementaires, les GHT devaient faire ci pour telle date, devaient faire ça, etc., on va dire qu'ils se sont concentrés sur leurs injonctions réglementaires, avant sans doute, je l'espère, pouvoir un peu plus s'ouvrir et inclure potentiellement, enfin si vous en avez l'envie, les CESU dans les projets hospitaliers territoriaux. Les impacts potentiels, j'en ai déjà un peu parlé, les impacts des mutualisations de direction. À titre d'exemple, à l'échelle du GHT 44, on passe de 13 directions des achats à une seule. Ça va modifier un peu les fonctionnements, même si globalement pour le CHU de Nantes et les services qui sont rattachés moyennement. Les fusions également, et c'est en cours, des directions des systèmes d'information, avec en effet domino, l'adaptation et l'uniformisation progressive de l'ensemble des systèmes d'information d'un GHT qui nécessairement va impacter les professionnels que vous formez et potentiellement vos activités. Et donc, comme je l'ai dit, pour les GHT où il y a plusieurs CESU, 101 CESU, 135 GHT, j'imagine que c'est rare, mais j'ai pas eu le temps de croiser toutes les cartes, on ne sait jamais, nécessairement des convergences d'achat entre les centres et l'obligation d'acheter la même chose, puisque désormais, il n'y a qu'une seule personne qui pourra signer. La mutualisation des ressources pédagogiques également, notamment des ressources matérielles pour améliorer qualitativement les outils. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on va développer et que beaucoup de GHT vont développer autour des mutualisations des écoles et des instituts de formation. Dans notre plan d'action et d'innovation, on prévoit de développer des MOOC, des plateformes de télétransmission, d'enseignement, des sites internet de formation, de l'e-learning. Peut-être que ce sont des opportunités et des créations qui vont s'accélérer au niveau des groupements hospitaliers et au niveau des territoires. Et je pense j'imagine que les CESU, si ce n'est pas déjà fait, ont tout intérêt aussi à s'inclure dans ces démarches pour potentiellement accéder à ces innovations pédagogiques, si vous en avez l'envie. Également, enjeu important autour de la connaissance des systèmes d'information et de la convergence qui va s'opérer sur les territoires, avec peut-être des adaptations d'enseignement, des dispositifs communs pour adapter les enseignements aux professionnels que vous formez. Une fois qu'on a vu les impacts, le GHT, et moi je n'arrête pas de le dire, alors vous allez dire c'est normal, je travaille pour, c'est vraiment une opportunité. Et pour les CESU, même si j'imagine que pour l'instant vous avez dû regarder ça de loin, s'agiter, et vous n'avez pas forcément vu ce que vous pouviez en tirer, moi je pense qu'il y a quand même des opportunités. Des opportunités autour du croisement, évidemment, votre cœur de métier, de la formation et de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles, deux domaines que la loi assigne désormais au groupement hospitalier de territoire, avec vraiment l'opportunité de s'insérer dans un projet et des projets potentiellement aussi fédérateurs pour les établissements de GHT grâce au CESU. Pour les GHT, on a la chance au niveau de la Loire-Atlantique et même plus largement de la région Pays de la Loire que ça se passe bien. Les hôpitaux ont envie de travailler ensemble, ils ne se tirent pas la bourre, ils ne sont pas en concurrence, les médecins, les directeurs se connaissent, s'entendent bien, ils ont envie de faire des choses ensemble. Ce n'est pas forcément le cas partout, on n'est pas là pour dresser un portrait tout rose de la réforme qui est en train de se faire. Parfois c'est plus difficile, et je pense qu'autour de ces deux secteurs d'activité qui sont dévolus, en tout cas autour desquels on demande aux GHT de s'emparer, je pense que l'implication des CESU pour justement porter des projets fédérateurs peut vraiment être une opportunité à la fois pour les GHT et également pour les centres, avec l'opportunité peut-être de mieux cibler les professionnels de l'ensemble d'un territoire, de mieux diffuser les offres de soins des CESU, mieux atteindre les professionnels en utilisant des canaux de communication naissants du groupement hospitalier de territoire. On est vraiment dans une mise en commun de tout un tas d'informations, de tout un tas de bases de données qui permettent aussi, sans doute, de mieux se donner des objectifs, de se donner les moyens de les atteindre, d'avoir un meilleur accès à l'information des établissements sur l'ensemble d'un territoire et peut-être repérer ou combler des poches de non-formation si jamais elles existaient. Autre élément,
toujours autour de la formation et de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles, c'est, et je l'ai déjà dit, sans doute saisir les opportunités de mutualisation des écoles et des instituts de formation pour aller vers des dispositifs innovants. Clairement, si on avait été tout seul à se payer nos plateformes d'e-learning, à se doter de structures de télétransmission, de cours en direct ou de structures pour faire des MOOC, les hôpitaux, les uns séparément des autres, on n'aurait jamais pu se les payer. Et là, mettre en commun les choses, ça nous permet de l'envisager et ça peut être aussi des supports qui peuvent vous intéresser. Autre élément également très important, c'est de diffuser votre expertise des CESU pour aider les GHT à mieux structurer, il y a une petite faute dans mon PowerPoint, excusez-moi, pour mieux structurer leur réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. Très clairement, alors je parle que pour le GHT 44, je ne sais pas si, que les gens dans la salle qui en sont ne se vexent pas, mais cette réponse aux situations sanitaires exceptionnelles par les GHT, honnêtement, des fois, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. C'était pas forcément au début dans la réforme. Et c'est vrai que recourir à votre expertise, à votre vision du territoire et à la connaissance du territoire que vous en avez, de par l'ensemble des professionnels que vous pouvez y former, les rencontres que vous avez pu faire, le maillage que vous-même vous avez tissé et la connaissance des structures, ça peut vraiment être très utile et très important pour les groupements hospitaliers de territoire. Dernier élément, j'ai vu dans votre livre blanc que vous faisiez de la recherche. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a évidemment énormément de choses à faire en la matière, sur de la recherche territoriale, de la recherche pédagogique, pour toujours mieux diffuser les savoirs et mieux, on va dire, atteindre nos objectifs de formation et au final de qualité de réponse aux besoins qui nous sont demandés. Et là, la dernière, en gros, et un peu pour reprendre le titre, mais j'imagine qu'on a dû vous la faire 3 fois ou voire 10 fois pendant ce colloque, c'est d'oser aller vers les GHT, d'être force de proposition, d'aller communiquer, de voir avec les collèges médicaux, les directions, ce qui se passe, s'il n'y a pas moyen de dégager localement des tendances, des projets qui peuvent être intéressants, et notamment parce que c'est votre objectif et c'est évidemment le nôtre à tous, notamment mieux préparer les professionnels d'un territoire aux situations d'urgence, répondre de façon coordonnée, graduée, territorialisée, avec les GHT et avec vous. Merci de votre attention. Bien, merci Monsieur Carreau. Donc, je rappelle que l'intervention de Monsieur le Directeur s'inscrivait dans un chapitre partenariat, puisque si on veut bien rallumer la lumière, ça va nous permettre d'avoir des échanges, puisque l'autre partenaire, c'était les UFR, les UFR et l'université que je devais traiter. Je le ferai très court pour nous permettre d'avoir un bref temps de discussion. Alors, Julie Daché a des ennuis de santé, donc il n'y aura pas la conférence de Julie Daché, et on aura la conférence en Skype de Marie-Hélène Fasquelle, ce qui fait qu'on a un tout petit peu de temps. Je voudrais donc rassurer tout le monde, on finira à l'heure, il n'y a pas de souci. Et juste avant de parler des GHT, donc juste 3 mots sur les UFR de médecine, puisque Catherine a déjà montré la diapo concernant la FGSU. Je sais que ça avait soulevé sur la toile un certain nombre de questions. Donc je rappelle que il y avait eu quelque chose qui était complètement anormal dans les unités de formation et de recherche en santé. C'est que la loi, le texte, fait qu'une unité de formation doit pouvoir assurer la formation des gens qui sont formés par elle en complétude. Et que donc l'idée d'être obligé de passer par un autre système n'était pas une idée légale. C'est là-dessus que les choses se sont passées. Je pense que je regarde mon ami Thibault pour qu'on soit, qui fait comme moi partie de la CNUMU, donc du Collège des universitaires. Et donc il était logique que ce type de texte paraisse. Il n'est pas forcément écrit que ceci remette en cause des partenariats déjà anciens entre les CESU et les universités. La question qui a été posée, c'est oui, mais alors les formateurs GSU, est-ce qu'il faut qu'ils soient formateurs GSU par nous ou pas? La réponse est clairement non. L'université a une complétude entière, c'est d'ailleurs le terme même de complétude, pour que les formateurs qui forment au GSU dépendent de l'université, ils peuvent les former très précisément comme ils le souhaitent. Alors, juste
Qui sont les CESU de CHU dans la salle? Merci. Qui sont les CESU qui, cette année, ont formé les étudiants en médecine? Merci. Donc j'en conclus que ça n'a pour l'instant pas changé grand-chose. Comme on a une réunion la semaine prochaine, on pourra être 2 pour le dire. Qui sont les CESU dans lesquels ça a changé quelque chose? Grenoble et Brest. Alors, brièvement, Grenoble, Lisa? Donc ce sont les médecins urgentistes qui forment les médecins au sein de la fac et vous n'avez pas de... Avec quel matériel et... Actuellement, nous prêtons du matériel pour qu'ils puissent ne pas perdre cette année, bien sûr, et ils vont acquérir du matériel. D'accord. Les médecins urgentistes universitaires ou... Oui, pas que. Et la formation pédagogique des médecins non universitaires? D'accord. Brest. Joker. Pas que. Tu passes ton micro. Nous, on vient de l'apprendre de façon fortuite sur l'appel du secrétariat pour avoir le listing des étudiants de médecine à former. On nous a dit que ça relevait plus de nous. D'accord. Donc voilà. Pour l'instant, on ne s'est pas rapproché du doyen pour en savoir plus. Ok, Nancy? Non, moi, c'était juste pour poser une question justement par rapport à ceux qui travaillent maintenant avec les universitaires. Quelle formation ont ces personnes qui enseignent la FGSU? J'ai envie de dire que ceci ne nous regarde pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a des exigences très pointues pour nos formateurs en GSU. Quid, voilà. Voilà. Enfin bon, Thibaut, on peut rien dire de plus. Enfin, excusez-moi. Oui. Du coup, qui est-ce qui délivre les diplômes à ces étudiants? Ce sont les universités. Donc très clairement, l'université et le service de santé des armées, l'université militaire, enfin du service de santé des armées, ont la complétude de leurs diplômes, y compris les GSU. Ce qui veut dire très clairement qu'aujourd'hui, les CESU, sauf convention, mais en tant que dispensateur d'enseignement et pas dispensateur de diplôme, les CESU participent, c'est ce que j'ai compris, la grande majorité pour l'instant de ceux qui sont présents dans la salle, les CESU participent à la formation des étudiants en santé. Juste avant de continuer à vous donner la parole, je voudrais, et ça fera le lien d'ailleurs avec ce qu'a dit M. Carreau, qu'on se projette. Je voudrais déjà que vous entendiez et que nous soyons tous dans la même écoute et la même compréhension qu'actuellement, les orthophonistes, les orthoptistes, les kinés, les sages-femmes font, pas complètement les sages-femmes, mais il n'empêche, ceci étant les sages-femmes, oui, sont, pour certains, sélectionnés avec la PACES, et pour d'autres, sont des instituts de formation déjà universitaires. Ce qui veut dire que les universités ont toute latitude de, s'ils le souhaitent, enseigner et délivrer la FGSU à l'ensemble des professions en santé qui dépendent d'eux. Voilà, ça évitera les questions sur la toile. Point. Et ça, on l'entend. Charge à nous, vraisemblablement, et je rejoins tout ce qui a été dit sur l'idée d'être lisible, charge à nous de faire en sorte que là où les relations étaient déjà engagées et où l'outil de formation formidable au sens où il allie la qualité des formateurs qui ont cette exigence qu'on connaît, voilà, et les outils de formation que l'on a acquis au fil du temps, charge à eux de faire en sorte que ceci puisse se faire via des conventions hospitalo-universitaires, soit dans les conventions hospitalo-universitaires générales qui lient l'hôpital à l'université, soit par des conventions plus particulières. J'attire juste votre attention sur le fait que ce qui a quand même irrité beaucoup à un moment, c'est pas de la faute des directeurs, mais c'est qu'on avait
difficulté pour demander un prix de formation à des étudiants en santé en formation initiale qui correspondent à des prix de formation hospitalière et qui n'étaient pas du tout en lien avec les tarifs de formation universitaire actuels. Et que donc, il faut trouver des terrains d'entente entre les hôpitaux et l'université pour que les prestations des CESU ne soient pas à la hauteur d'un coût hospitalier, mais soient à la hauteur d'un coût universitaire. Sinon, ça ne passera pas. Enfin, Thibault, si tu veux dire autre chose, mais on est d'accord sur le sujet. Voilà. Et que c'est donc chargé à nous de voir comment on peut conventionner, que ce soit en termes de coûts universitaires et avec l'acquisition par le FSI, donc par les fonds régionaux pour l'université de matériel, et que finalement, en convention, l'université achète du matériel, accepte une rétribution, mais qui est de tarifs universitaires pour des formations, et que finalement le matériel qui est payé par l'université puisse servir de temps en temps à des formations plus d'épaissées dans le cadre de l'hôpital, tout ça fait partie de négociations qui doivent être menées. Et très clairement, et voilà, soit on est en posture de mener ces négociations, et tout se poursuivra vraisemblablement sous les meilleurs auspices, soit on n'est pas en posture de le faire. Pour les meilleurs auspices, j'entends, ça se poursuivra avec les CESU. Soit ce n'est pas le cas, et dans ces cas-là, il est possible, il est probable qu'un certain nombre d'universités se détacheront de l'outil CESU qui a été mis en place. Et puis après, je parlerai de l'universitarisation des professions de santé, puisque ce sujet-là rejoint le sujet que vous avez traité sur les GHT et les instituts de formation. Donc je vais vous laisser la parole, parce qu'après je vais en parler 3 minutes, mais voilà, je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête aujourd'hui, de façon réglementaire, et c'est normal, enfin je veux dire que c'est normal que les universités aient la possibilité de délivrer leur propre diplôme. On peut se poser plein de questions derrière, ça pose plein de questions autres. Je veux dire qu'aujourd'hui, un professeur de médecine n'a pas forcément un bagage pédagogique, et que c'est difficile d'être à la fois manager, excellent clinicien, excellent chercheur clinique, excellent pédagogue, etc. C'est toutes ces valences-là qu'il faudrait parfois remettre en cause. C'est comme ça, et donc aujourd'hui, voilà les faits. Oui. Oui, bonjour. Oui, oui, tout à fait. Je voulais juste présenter ce que nous, on a mis en place. En fait, on s'est retrouvé avec 200 étudiants en médecine à former. Et donc, on a utilisé le tutorat. Donc, on forme des étudiants en médecine qui forment leurs pairs. Donc, ça allait de fonctionner pour le moment. Par contre, avec la fac de pharmacie, on a un problème parce que les étudiants en pharmacie ne peuvent pas former leurs pairs. Donc, est-ce que nous, on doit résoudre le problème de la pharmacie, c'est-à-dire trouver des formateurs, les aider à faire leur formation? Ce qu'on a fait avec la fac de médecine, c'est tout à fait simple, parce que là, on a pu trouver la formation par les pairs, ça marche. Ça, c'était la première question. Excuse-moi, je vais te couper. Non, deuxième question, quand même, peut-être que ça peut être traité entre nous, peut-être, si tu veux bien. La deuxième question, c'est, ils m'ont posé un problème. Il y a un radiologue pharmacien qui fait de l'électroradiologie et qui souhaitait, dans le cadre de ses compétences, former au SSE. Alors, donc, ma question, c'est comment on résout ce problème? Alors, parce qu'il a le droit de signer. Je pense qu'il faut qu'on garde toujours les mêmes logiques. Si on se pose la question de qui sont donc ces formateurs à l'université qui vont former au GSU? Alors, par contre, le texte ne change pas sur le fait que ce sont des formateurs qui font de l'urgence, mais qui la font vraiment. Je veux dire que je vais être assez direct, c'est que si il ne serait pas entendable, je vais être très, vous me connaissez maintenant, on se dit, mais alors, qui sont ces formateurs, là, à l'université, qui sont en train de former à notre place, nous, CESU, qu'on est très bons, et puis on se dit, bah, tiens, finalement, c'est des étudiants en médecine qui vont former les autres. Alors que, sur formateur GSU, il faut avoir 1 an de pratique de l'urgence pour avoir, enfin un an, en tout cas, avoir travaillé dans un service d'urgence pour former
Si on fait former des étudiants en médecine par des étudiants en médecine qui n'ont pas le cursus qui permet d'être formateur GSU, on peut quand même se poser des questions. Et ce que je vois là, et j'attire votre attention sur le fait qu'on est en train, si on ne prend pas garde, on va reculer de 1984, ma thèse, à moi, qui disait plaidoyer pour l'enseignement des soins d'urgence parce qu'en médecine, ça se faisait très mal, ou la thèse de Carole en 96 qui montrait qu'on avait fait des progrès, mais que ce n'était pas encore le pied. Et alors qu'on commençait à arriver avec des étudiants qui étaient formés correctement aux soins d'urgence, et en grande partie, parce que c'était quand même le cas, sur les 25 réponses qu'on avait eues, il y avait 22 CESU qui formaient les étudiants, on arrivait à des étudiants à avoir une formation étudiante en médecine, je passerai après sur la santé, sur l'ensemble des étudiants, qui était une formation de qualité. Et je dis, attention, je dis juste que les universitaires que nous sommes doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive de qualité de formation, parce qu'il y a un défi quantitatif qui jusqu'à présent était traité par les CESU. Et qu'on doit être toujours droit dans nos bottes, j'ai envie de dire. On ne doit pas lâcher. Alors, pas lâcher, ça veut dire que nous, universitaires, il faut qu'on s'assure que, contrairement à une université que je connais, où, je vous l'ai dit, le chef de clinique de dermato prend un diaporama pour dire que les étudiants vont être formés en soins d'urgence, eh bien, charge à nous de faire en sorte que ces collaborations hospitalo-universitaires puissent se passer au mieux. Et il n'est pas à douter que là où ça se passait bien, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Sur le SSE, la réponse est oui, il a le droit d'enseigner le SSE. Un point par rapport au GHT et par rapport aux instituts de formation. Alors, on parle là, pour l'instant, j'en étais à l'universitarisation des professions de santé, enfin, déjà universitarisées. Vous savez qu'on va vers l'universitarisation des professions de santé, et très clairement, dès la rentrée prochaine, ça va déjà commencer pour, en particulier, un certain nombre de choses, comme le fait qu'on n'appelle plus ça des élèves, mais des étudiants, que les étudiants en santé, y compris donc infirmiers qui sont en licence, aient la possibilité d'aller au Crous, bénéficient de tous les droits étudiants, etc., etc. Mais pas que. Et dans les 2 ans qui viennent, et en tout cas avant la fin du quinquennat, ça c'est sûr, les groupes de travail sont déjà en route. Très clairement, je vous l'ai dit, lors de l'AG de l'ANSESU, les infirmiers auront une licence, et ça ne sera pas une licence pro, c'est bien une licence. Les infirmiers anesthésistes, pour prendre les niveaux, auront un master, et bien un master avec une possibilité de poursuivre de la licence au master, du master au doctorat. Et il y a donc une inscription claire des professions de santé au sein de l'université. Voilà. Et que le défi de demain, c'est aussi de faire en sorte, parce que les GHT, l'université, elle ne connaît pas, et elle ne connaîtra pas. Et visiblement, les travaux actuels, c'est bien l'essai de convergence entre ce que souhaite la FHF et les directions d'établissement et ce qui est inscrit quasiment dans le marbre dans l'université, qui ne tient absolument pas compte des GHT, et avec comme vue unique l'idée de l'université et des liens, ou pas d'ailleurs, avec les établissements de santé qui sont plus considérés demain, je vais faire exprès, je provoque, je ne connais pas le monsieur, qui seront plus considérés demain comme des terrains de stage. Le terme de monsieur du ministère, c'était quasiment employeur, quasiment. Donc, ils seront plus considérés demain comme des terrains de stage que comme des instituts de formation. Et donc, il va falloir trouver le balancement, le terrain d'entente entre l'université qui pousse et les instituts de formation aussi. Enfin, je veux dire, la profession souhaite être universitarisée, c'est tout à leur honneur, et c'est normal, j'ai envie de dire, c'est même pas l'honneur, c'est normal. Et le fait que, du coup, que deviennent, comment ça s'appelle après, les instituts de formation, quel est le lien avec les établissements de santé, et au milieu de tout ça, dans ce truc général, en cours de préparation, plus que de préparation, parce que là, jusqu'à présent, on en parlait beaucoup, chacun se disait, c'est le monstre du Loch Ness, pas du tout, enfin, clairement... ça, c'est en cours. Et au milieu de tout ça, nous, CESU, comment est-ce qu'on va se positionner? Est-ce que nos directions hospitalières, la direction, la DGOS, la FHF, considérera que le CESU, c'est super important pour nos directions d'hôpitaux et nos établissements de santé, et donc
On continuera à défendre l'idée du CESU. Est-ce qu'il y aura toujours une formation, une DPC qui sera hospitalière ou qui sera finalement universitaire, ou les deux? Et est-ce que finalement on ne va pas demain vers un portail unique entre la formation continue hospitalière et universitaire? On est aujourd'hui, je vous laisse tout de suite la parole parce que je ne la monopoliserai pas plus que ça, c'est déjà pas mal. Je voulais juste attirer l'attention de tous sur le fait qu'on est à un virage, mais général, entre l'hôpital et l'université pour l'ensemble des professions en santé, que ce que nous vivons au niveau de l'université par rapport à, pour l'instant, quelques professions de santé, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper. Et là, il n'y a pas 40 000 solutions. Soit les établissements de santé, la Fédération hospitalière de France et les directeurs d'établissements de santé, U et pas U, ont une vision commune et partagée de la suite des événements, ou alors on se revoit dans 2 ans et on verra où on en est. Mais je crois que voilà, ça va plus loin que ça. Juste pour un complément d'information, je ne crois pas que les universités soient vraiment en dehors des GHT. Si on prend l'exemple de l'université de Nantes, je vous ai présenté un peu rapidement la gouvernance. L'instance maîtresse, c'est le comité stratégique du groupement hospitalier. Professeur Joliet, doyen de la fac de médecine de Nantes, est vice-présidente de ce comité stratégique. La fac de médecine est signataire et tous ces travaux, par exemple, autour de l'universitarisation, qu'on aborde d'un point de vue territorial parce qu'on a 3 implantations, entre guillemets, d'écoles de formation, quand il y a des réunions ou des questions autour de la table, elles sont réglées avec les 3 instituts sur un pied d'égalité. Donc je ne pense pas que l'université balaye d'un revers de main cet aspect GHT, tant concernant la formation au CESU que sur les internes, par exemple, mais que beaucoup d'universités, c'est peut-être pas le cas partout, mais s'en emparent, ou en tout cas veulent être autour de la table. Mais c'est une bonne chose, mais je crois que vous avez raison, sinon que le discours du ministère de l'Enseignement supérieur et en particulier de ses ambassadeurs dans les territoires, enfin pas dans les territoires d'ailleurs, dans les régions, ne mettent pas les instituts de formation à un niveau territorial, ils mettent les instituts de formation à un niveau d'influence universitaire. Je veux dire que le territoire en tant qu'institut de formation initial, ce que je voulais juste dire, c'est que en ce qui concerne votre territoire, vous avez le CHU qui est dans un département, l'université de Nantes va au-delà de ce département et que la réflexion universitaire ira très vraisemblablement, et c'était juste mon propos, au-delà de ce département et ira vers toute la zone d'influence de l'université avec cette notion que l'université aura, c'est de se dire, pour certains instituts de formation, est-il bien logique d'avoir à 200 km un institut de formation d'infirmiers anesthésistes avec 20 personnes et de l'autre côté un institut de formation avec 20 personnes et que sur le plan strictement logistique, d'optimisation des moyens, eh bien peut-être qu'une seule suffirait. Il va y avoir une création vraisemblablement de 350 enseignants-chercheurs en santé, donc non médecins, mais en profession paramédicale. C'est ce que nous a annoncé l'ambassadeur qui est venu chez nous. Donc 350 enseignants-chercheurs pour l'ensemble de la France en profession de santé, puisque l'idée c'est bien que les infirmiers, enfin encore une fois, les LMD, qu'on puisse amener vers le doctorat des professions de santé. 350, c'est pas beaucoup, et donc on se rend compte qu'il va y avoir là un vrai challenge au niveau national. Enfin, voilà. Des remarques, des questions? Ça casse l'ambiance, mais non, il faut être... et c'est ce qu'a dit monsieur le directeur, osons. Voilà. Ouf. Oui, Loïc. Bonjour, je vais parler un petit peu de ce qui se passe à Lyon, rebondir sur 2-3 remarques. Donc moi je m'occupe de simulation. La simulation, ça a été la réponse apportée, demandée par les étudiants, comment remplacer des amphis vides par des étudiants qui apprennent des compétences avec des professionnels de santé, c'est-à-dire avec des gens qui pratiquent. C'est ce qui fait la richesse en fait de ce type de formation. Et qui dit professionnel de santé dit forcément relationnel avec l'hôpital. Si on n'est pas capable de construire des apprentissages de simulation ensemble, ça ne marchera pas. On retombera effectivement vers quelque chose de très académique avec pas d'étudiants. C'est aussi simple que ça. En pratique, c'est quand même compliqué souvent de demander
un CHU et le volet hospitalier de mettre de l'argent dans de la formation initiale. Moi, personnellement, j'ai bataillé pendant 3 ans et demi pour arriver à faire rentrer les hospices civils de Lyon, les amener à penser que c'était important qu'ils soient partenaires de l'IDEFI lyonnais. Et je ne vois pas de solution à moyen et long terme sans partenariat entre les établissements de soins, les GHT et l'université. Si on veut conserver une formation de type simulation, c'est une simulation qui a souvent peu d'efficience. Il faut vraiment être groupé autour de l'initiative pour que ça fonctionne. Donc on est condamné, si on veut que ça marche, à trouver la bonne formule pour fonctionner, en sachant qu'il y a des problèmes de gouvernance évidents, c'est-à-dire comment je peux avoir un PH qui va fonctionner dans des locaux universitaires ou un universitaire qui va fonctionner dans des locaux hospitaliers. Donc il y a des vraies réponses légales, économiques à trouver pour que tout ça, ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, une dernière question par notre collègue d'Épinal que je vois juste devant, qui lève la main désespérément. Là, Jean-Philippe, là. Une dernière question, mais qui tue. Quel est le positionnement exact du CA de l'ANSESU par rapport à cette question et quel va être son soutien, son aide pour les discussions sur les GHT, notamment les tout petits GHT qui n'ont même pas de CHU avec eux? Bon, je crois que la position du CA, pour l'instant, alors très clairement, au CA on a un CA en janvier dans lequel on fait venir une coordinatrice de l'ensemble des écoles en santé que vous connaissez, qui est ma collègue Béatrice Jameau, qui participe au groupe de travail sur l'universitarisation des professions de santé. Ainsi qu'on aura la vision d'un universitaire qui a été directeur d'hôpital et qui, aujourd'hui, travaille à l'université pour pouvoir avoir les tenants et les aboutissants de quelque chose qui est en cours de mise en place. Donc ça, déjà, pour avoir un positionnement, il faut qu'on soit clair sur des positions. Ce qu'on va demander, et très clairement et par écrit, c'est la position de la FHF, déjà. C'est-à-dire que, quelle est la position aujourd'hui de la Fédération hospitalière de France, d'abord vis-à-vis de cela, mais surtout, mais ça, elle l'aura au niveau national, donc on va la suivre, mais surtout vis-à-vis de DPC de demain et des CESU dans tout ça. C'est en ayant un peu les billes, j'ai envie de dire, de ce qui va se passer demain, qu'on pourra prendre des positions. Nos positions générales, nos valeurs, on les connaît, puisqu'on les partage. C'est que, la première, c'est qu'on n'a pas fait tout ça. On ne forme pas 1500 formateurs par an, on ne forme pas plus de 200 000 personnes par an à l'urgence. On n'a pas cette qualité pédagogique dont on a encore eu pendant tout ce congrès l'écho, pour que demain on se dise, bon, écoutez, finalement, on remballe nos gaules et puis on va faire autre chose. Encore faut-il que, justement, tout le monde l'entende et qu'on ne nous dise pas, bah, tiens, j'ai besoin de soignants, ça tombe bien, je vais récupérer les gens des CESU pour faire du soin. Et donc, ça rejoint mon discours d'ouverture. Hein. Donc voilà, alors évidemment, faire en sorte qu'il y ait le maintien de nos compétences et le maintien de nos valeurs, quoi. La deuxième chose, on a toujours dit qu'on était des gens de terrain et des gens qui enseignaient, qui pratiquent ce qu'ils enseignent. Et donc, il faut qu'on se mette lisiblement en valeur pour ça. C'est bien pour ça qu'on refait le plan blanc. C'est le livre blanc, plan blanc aussi d'ailleurs. Le livre blanc, c'est bien pour ça qu'on va vous en distribuer plein, parce qu'on sait faire, mais on ne sait pas dire. On dirait des picards. Et que donc, il faut qu'on arrive, que autour de nous, et y compris nos collègues universitaires, se rendent compte que quand on fait un enseignement et que le niveau de ce colloque, ce n'est pas une assemblée de joyeux secouristes en train de savoir comment ils font une PLS, mais c'est bien une assemblée de gens qui réfléchissent sur des stratégies pédagogiques en lien avec leurs pratiques professionnelles quotidiennes. Et le CA de l'ANSESU continuera à se battre pour ça. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face, et on a toujours eu un coup d'avance. On a toujours anticipé. Demain, il y a des terrains à trouver entre l'hôpital et l'université. Il y a des terrains à trouver entre la DPC et hospitalière et l'université. Il y a à se dire que, tiens, ben les GHT,
Super, ça veut dire que s'il y a des gens à former en urgence, la NFH ne fait pas des appels d'offres pour forcément les organismes privés, alors qu'il y a des CESU hospitaliers qui dépendent d'eux, et que donc, au niveau de nos GHT, il faut dire que les CESU existent. Alors, si tu voulais la position de l'ANSESU, c'est ça. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous.